Bonsoir à tous et heureuse de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Mesha TV. À la une de cette édition, un nouveau drame secoue le Bangladesh. Une usine de textile a pris feu la nuit dernière, faisant la mort de 8 personnes. Au Sénégal s'est tenu un atelier de réflexion dans le but de promouvoir et augmenter le taux de capacité des femmes leaders dans le processus de développement des collectivités locales. Plusieurs personnes, dont au moins 5 membres des forces de l'armée, ont été blessées jeudi à Conakry dans les heures lors d'une marche d'opposants manifestants contre un décret fixant au 30 juin la date des législatives en Guinée. Une marche assez violente qui a coûté la vie à 2 enfants. Je vous propose de suivre le témoignage de l'une des victimes. Sonnés, inquiets. À Conakry, les habitants du quartier Bambeto sont sous le choc. Vendredi dernier, 2 jeunes du quartier ont été tués par les forces de l'ordre. 5 selon d'autres sources. Tierno Diallo a perdu son fils. Il avait 14 ans. C'est une balle qu'on a tirée à la poitrine ici. Et l'autre est rentré ici. Il est mort. Qui a fait ça? C'est les militaires. Que s'est-il passé ici vendredi ? Selon plusieurs témoins, les forces de l'ordre auraient fait une descente musclée dans plusieurs quartiers de la capitale, réputés proches de l'opposition. Des représailles après la manifestation de jeudi qui a dégénéré et coûté la vie à un policier. L'opposition était descendue dans la rue pour contester les conditions d'organisation des législatives du 30 juin. Ils ont pris des bois et leurs fusils, ils avaient des armes, ils cassaient avec. Ils ont dit, sortez, c'est vous qu'on veut même, on veut rentrer dans la maison. Du côté des forces de l'ordre, on soigne les blessés. 5 policiers et gendarmes qui ont perdu un des leurs jeudi sont toujours hospitalisés à Conakry. C'est toujours des Guinéens contre des Guinéens, l'un contre l'autre, alors que nous sommes de la même famille. Ce pays-là, c'est pour nous tous. Depuis le mois de mars, les violences politiques auraient fait une quinzaine de morts et 300 blessés en Guinée. Le gouvernement annonce la création d'une commission de réflexion. L'opposition, elle, appelle à manifester demain pour dénoncer les brutalités policières. Le Premier ministre malien N'Djamena Django Sissoko s'est rendu au Tchad. Sa première mission a été d'aller rendre hommage aux soldats tchadiens tombés sur le champ d'honneur au Mali avant d'entamer sa visite chez son homologue, le Premier ministre tchadien. Aéroport Hassan Diamous de N'Djamena. Juste après sa descente d'avion, le Premier ministre Django Sissoko a pris la direction de la ville, précisément le carré où reposent les militaires tchadiens morts dans les combats pour la reconquête du nord du Mali. En compagnie des officiels tchadiens, il passe en revue le détachement militaire, ensuite se déplace de quelques pas pour s'incliner sur les tombes des soldats et officiers martyrs tchadiens. Je viens surtout apporter président Lébi et au peuple tchadien, de la part du président John Traoré, président du Mali et du peuple malien entier, un sentiment d'émotion, beaucoup d'émotion. C'est avec beaucoup d'émotion que je me suis recueilli sur la tombe de ces soldats tchadiens. Le sacrifice que ces soldats ont consenti pour le peuple malien, pour le Tchad, pour l'Afrique, pour le monde entier, pour la liberté, est un sacrifice inoubliable. En tout, ils sont 37 parmi les braves combattants qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême en décidant d'aider le Mali à se défaire de l'étau des terroristes. Dans ce carré affecté pour être leur dernière demeure, outre les tombes mises en évidence par la couleur, un panneau géant dresse la liste des héros morts pour une cause noble. Ils sont aussi des héros, mais vivants, les blessés militaires tchadiens, une quarantaine dont une douzaine reçoivent des soins dans cet hôpital militaire de N'Djamena. Chacun a reçu un mot de réconfort du chef du gouvernement malien. Surtout qu'ils sachent que leur souffrance, la souffrance qu'ils endurent aujourd'hui, en ce moment, nous partageons entièrement cette souffrance. Nous la partageons au nom de la liberté, au nom de la lutte contre le terrorisme,
le terrorisme qui ne connaît pas de frontières. Donc, nous la partageons au nom du monde entier, du monde libre. Et je souhaite un très prompt rétablissement à ces blessés. Ensuite, Diango Sissoko s'est rendu dans les bureaux de son homologue tchadien pour des échanges. Le chef du gouvernement du Tchad apprécie hautement le geste de reconnaissance du Mali à l'endroit du Tchad et de son armée. Mon frère, le ministre malien est parti, comme vous l'avez dit, se recueillir sur la tombe de nos martyrs. Il a aussi rendu visite, vous l'avez suivi, au Mali. Ce sont autant de signes que nous avons déjà enregistrés qui viennent donc compléter les différentes marques d'expression de reconnaissance que le peuple malien, à travers ses autorités les plus hautes, nous ont témoigné à l'occasion de notre intervention dans ce pays. Les premiers ministres maliens et tchadiens ont terminé leur entretien avec le sentiment commun que le processus de libération du nord du Mali est très avancé, mais que la consolidation des acquis s'impose à tous les partenaires. La sécurité routière passe aussi par le respect des normes de conduite comme le port de la ceinture de sécurité. Le Sénégal a procédé récemment encore au contrôle sur les routes. C'est très édifiant. Dakar, les allées du Centenaire, à 9h passées de 30 minutes, la circulation devient grouillante. Le constat sur le port du casque pour les motocyclistes se passe des commentaires. Eh bien, ils deviennent nombreux à rouler sans leur casque de sécurité. J'ai oublié mon casque à la maison, mais je le mets régulièrement quand je conduis. J'ai pas pu le prendre parce que je suis pressé et quand la police va m'arrêter. Mais je vais tout simplement négocier, après ils vont essayer de comprendre. Mais franchement, je mets souvent mon casque quand même. C'est nécessaire pour notre sécurité, pour protéger, je sais pas, quelqu'un que tu prends en cours de route et tout quoi. C'est le civisme comme on le dit. Négligence ou problème de commodité ou défaut de comportement, nous nous rendons en ville au boulevard de la République. Là, l'agent de régulation de la circulation routière ne se rend pas compte que derrière, il y a un motocycliste sans casque. Qu'est-ce que vous pensez du port de casque? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour les motocyclistes comme vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est normal pour nous porter quoi? Ouais. C'est normal, oui. Mais vous n'avez pas de casque? Non, si, j'ai le casque. Il est où? Hein? Il est où? Là où tout près, là où je travaille. Mais là, vous circulez sans casque? Mais bien sûr, oui. Pourquoi? Hein? Parce qu'il fait chaud, quoi. Les gars sont en bob de quoi. Mais c'est une obligation de circuler. Mais bien sûr, c'est une obligation, oui. Hein? Et là, si on vous prend, qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que je risque? Ah, je sais pas ce que je vais risquer, je sais pas. Vous n'avez jamais été arrêté? Mais bien sûr. Une fois. Et pourquoi vous ne mettez pas? Merci. Retour au rond-point du triangle sud à 15h. Les hommes du capitaine Issa Ndiaye ont fait une belle prise. Plus d'une dizaine de motocyclistes immobilisés. La plupart ont été arrêtés pour n'avoir pas porté le casque. C'est par rapport aux dispositions de l'article M19 du Code de la route et que nous avons quelques moyens de prévention, notamment le port de casque, apprenti marchepied, téléphone portable et la ceinture de sécurité. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils risquent? Aujourd'hui, le risque qu'il encourt, c'est-à-dire on peut le retirer le permis de conduire et voire même la transmission de ce permis auprès de la commission régionale de retrait et de restitution des permis de conduire. Les nouvelles infractions routières intègrent aussi la ceinture de sécurité au volant. Ici, à par ailleurs, le constat est que la plupart ont mis la ceinture. Donc lui a été interpellé et si vous voyez, donc il a mis la ceinture de sécurité. Donc il est en phase avec les normes qui sont prescrites, notamment les dispositions de l'article M19. Mais quelques instants plus tard, une voiture bleue s'arrête. Et là, c'est un ancien député avec son chauffeur sans ceinture de sécurité. C'est l'intérêt ou l'importance de la mission Koumono. Le fait de mettre la ceinture de sécurité, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'honorable député du pays du peuple? C'est ce qu'il faut faire. Et je vais la mettre tout de suite. Et quel est le message que vous lancez? Il faut habituer les Sénégalais à la porter, même en ville. Là aussi, l'honorable attire notre attention sur le fait que la ceinture est aussi valable pour le conducteur que celui qui est assis à sa droite. Ah, pour lui. Voilà, pour lui-même. Okay. Donc ils sont tenus. Il n'y a pas uniquement le conducteur qui est visé. Et même derrière? Même derrière aussi, tout à fait, surtout ceux qui transportent des enfants aussi. Okay. Donc tout est aménagé et c'est indiqué. Et là, ce sont pratiquement les mêmes sanctions qui sont prévues par le nouveau code. On retire le permis de conduire et on transmet le permis à la commission régionale de retrait et de restitution des permis de conduire. Donc ça, c'est la procédure normale.
Enfin, un autre détour en centre-ville nous permet d'appréhender le problème. Le comportement citoyen au volant est bien perçu par les dames. Je mets toujours ma ceinture de sécurité, vous voyez là. Ok. Donc c'est plus prudent, par prudence en fait, par prudence. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez du port de ceinture? Qu'est-ce que vous pensez du port de ceinture? Beaucoup de sécurité. Pourquoi vous ne l'avez pas mis tout à l'heure? Ça y est, je l'ai mis. Pourquoi vous ne l'avez pas mis? Une nouvelle catastrophe au Bangladesh, 2 semaines après l'effondrement d'un immeuble abritant des ateliers de textile causant la mort de plusieurs ouvriers. Un incendie a ravagé la nuit dernière une grande partie d'une usine de textile, provoquant la mort de 8 personnes, dont le propriétaire, 5 employés et des policiers. Ce sont ces drames à répétition qui ont décidé les autorités à fermer une vingtaine d'usines de textile. Vingtaine d'usines que le gouvernement bangladais a décidé de fermer 2 semaines après l'effondrement d'un atelier de confection à Dhaka. Soucieux de rassurer les marques occidentales qui travaillent sur son sol, comme Primark et Mango, le Bangladesh a mis en place une nouvelle commission d'enquête pour inspecter les 4500 usines textiles à la recherche d'éventuels défauts de construction. Ce sont ces défauts qui ont provoqué l'effondrement du Rana Plaza le 24 avril dernier. La veille du drame, des ouvriers avaient signalé des fissures dans le mur du bâtiment, mais leur mise en garde n'avait pas été prise en compte. Aujourd'hui, le gouvernement bangladais souhaite renforcer les mesures de sécurité dans ces usines et multiplier les contrôles sur les normes de construction rarement respectées. 12 personnes ont été arrêtées, dont le propriétaire de l'immeuble effondré, pour qui certains manifestants demandent la peine de mort. Le bilan de la catastrophe, lui, ne cesse de s'alourdir. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. Un atelier de réflexion s'est tenu à Dakar. Renforcer les capacités des femmes leaders dans le processus de développement des collectivités locales, c'est le but de cette rencontre organisée par l'URAC et appuyée par l'Union européenne. Les femmes de 19 collectivités locales des régions de Sédhiou, Kolda, Saint-Louis et Matam sont ciblées par le projet parce qu'elles constituent un moyen fiable de promotion du changement de comportement pour l'éveil des consciences collectives. En faire une cible devient un choix pertinent. Aider les femmes à participer au développement constitue un des leviers les plus sûrs pour créer l'équilibre nécessaire à notre société, mais ensuite faire participer plus de la moitié de la population à l'œuvre de développement. Et je pense que quand on parle aujourd'hui de nouvelle gouvernance, c'est surtout dans cette perspective-là qu'il faut le voir. Les radios communautaires jouent un rôle important en ce qui concerne le droit et l'accès à l'information de proximité. L'usage et la promotion des langues nationales participent aussi de la décentralisation et la démocratisation de l'information, d'où la place de choix qu'elles occupent dans le paysage médiatique. C'est pourquoi je me réjouis de la place des radios communautaires et je suis conscient qu'il faut continuer à les appuyer. Comme l'a décliné le président de la République, il faut continuer à renforcer le tissu de maillage des radios communautaires à travers le pays parce qu'ils ont la particularité de parler le langage du territoire, des terroirs et qu'ils sont parfaitement intégrés. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un outil réel et profond de démocratie. L'Union des radios associatives et communautaires URAC a formulé des recommandations à l'endroit de son autorité de tutelle, notamment en ce qui concerne une meilleure prise en charge de sa situation dans le texte final qui devra faire office de code de la presse. En prélude à la journée mondiale de l'infirmier prévue le 12 mai, l'Assemblée annuelle de la Journée internationale des infirmiers et infirmières de l'espace francophone s'est tenue au Gabon. Au cœur des échanges, l'accent a été mis sur les problèmes auxquels sont confrontés les infirmiers de l'espace. Ce n'est pas encore le 12 mai, date de la célébration de la Journée internationale des infirmiers, mais les réflexions autour de l'état de santé de la profession sont déjà amorcées au Gabon à travers l'Assemblée annuelle et journée d'études du Secrétariat international des infirmiers et infirmières de l'espace francophone. Métier jadis respecté, l'infirmier porte désormais les germes de sa propre descente aux enfers. Son image se dégrade auprès des usagers qui l'accusent à tort ou à raison de mauvais accueil dans les hôpitaux, alors qu'il est à la base de la pyramide sanitaire. Nous pensons que le concept accueil est un processus dynamique qui intervient à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et nécessite le respect des normes concernées. Il y a aussi la réglementation. Madame la ministre, c'est un problème chez nous, la réglementation. Les normes inhérentes aux infirmiers. Il y a les ressources humaines. La profession infirmière ne saurait être un dépotoir de chercheurs d'emploi sans motivation aucune,
Les gens peuvent être mieux dans d'autres disciplines ailleurs. Il faut pourtant combler l'écart. Inquiets du fossé qui se creuse entre la formation et les besoins de santé de la population, les infirmiers et infirmières de la francophonie font valoir l'urgence d'établir des dialogues d'égal à égal avec leurs collègues d'autres pays. Objectif d'une telle approche, revaloriser une profession sur béquille. Vous devez honorer votre métier en faisant le maximum avec les moyens dont vous disposez, dans le respect de l'éthique et de la déontologie. L'Association gabonaise des infirmiers diplômés et étudiants appelle déjà à la mise en place d'un ordre national des infirmiers pour faire le ménage dans la maison. Fin de cette édition, restez-nous fidèles, au revoir.